Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié aux amoureux du sport de montagne, du ski, du snow, du freeride. C'est le mag de la glisse sur Télé Grenoble, concocté avec notre partenaire Ski Chrono, Laurent Davier, rédacteur en chef de Ski Chrono. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Comment ça va ? Ça va très bien, ravi de vous accompagner cette saison avec Ski Chrono pour cette émission. C'est une première. Et oui. On aime bien les premières. Et nous aussi, on est vraiment très contents de collaborer sur cette émission. Alors en fait, Esprit Montagne Ski Chrono, c'est un petit peu la version télé du magazine Ski Chrono. C'est la glisse made in Dauphiné Libéré. Oui, c'est la glisse, comme dit Rancho Enak Gavejo, dans toute sa largeur. On n'a rien inventé. L'idée, c'est vraiment de parler de la compétition au sens large, pas que d'une porte bleue, une porte rouge. C'est aussi de parler de tout l'écosystème qui accompagne les compétiteurs, les stations, les moniteurs, l'industrie. Voilà, c'est l'esprit dans lequel on veut avancer. Allez, on a hâte de vous retrouver chaque semaine au fil de nos rubriques, de nos chroniques. Et pour cette première, c'est une spéciale. Il nous fallait un bon acteur de la glisse en montagne pour planter le décor de la saison qui s'ouvre le week-end prochain à Zolden. Le patron a répondu présent, on a beaucoup de chance. Le président de la FFS, Michel Vion, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Un plaisir, un grand plaisir pour une première. Effectivement, c'est un grand honneur que vous nous faites ici. Vous êtes de passage à Grenoble. Vous allez tout nous dire donc sur la saison qui se trame, sur le contexte, les enjeux, les événements qui vont marquer la dynamique de nos stations pour les saisons à venir. Mais d'abord, comment va la FFS ? Très bien, la maison va bien. On a une fédération qui est dynamique, avec des bons résultats. Il y a toujours des petits soucis, des petits problèmes. On veut toujours faire mieux. On veut toujours avoir plus encore de résultats dans toutes les disciplines, avoir plus de moyens pour pouvoir faire encore mieux. Mais globalement, ça va plutôt bien et on sort de pas mal d'années, de belles années, avec beaucoup de bons résultats. Donc globalement, on se porte bien. Alors, on va parler un petit peu sport. Comment s'est déroulée globalement la préparation des équipes de France ? Parce qu'on sait toujours qu'après une année olympique, il faut relancer la machine. On part sur une nouvelle Olympiade. Comment ça s'est passé ? C'est toujours compliqué, effectivement, de reprendre après des Jeux Olympiques. L'année qui commence, le nouveau cycle olympique est toujours un peu compliqué. On a pris le temps de bien faire les choses, quasiment un mois de stand-by, où on a réfléchi un peu comment on allait fonctionner, essayer de corriger les points faibles, d'améliorer les points forts. Et du coup, tout a été relancé à partir du mois de juin. Et les équipes se sont entraînées durant l'été vraiment bien, je crois, des très bonnes conditions. Pour ce qui est du ski alpin en particulier, les stages à Ushuaia, au Chili, qui sont très bien déroulés, avec des conditions parfaites. Et puis, malheureusement, l'été très chaud a quand même posé quelques problèmes sur les glaciers, en termes d'enneigement, donc des glaciers qui n'ouvrent pas aux dates prévues. Voilà, pour la partie alpin. Pour la partie nordique, c'est un peu plus facile, dans la mesure où on peut compenser avec du ski roue, on peut compenser avec des choses où il n'y a pas besoin de neige. Mais globalement, une préparation qui est plutôt bien. On touche du bois, une bonne nouvelle. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés et ce n'était pas le cas les étés derniers. C'est, j'imagine, pour vous un motif de satisfaction. Alors ça, c'est le point important parce qu'on compte les jours. À partir du 15 septembre, on commence à compter les jours et à se dire il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de blessés. Si on veut effectivement faire un bel hiver et commencer l'hiver dans les meilleures conditions, et ça sera le cas dans quelques jours à Zolden, eh bien, effectivement, il faut arriver déjà sans blessure. Et donc, pas de blessés pour l'instant. Des petits bobos, mais pas de blessures graves. Et on a été épargnés, contrairement à d'autres pays qui l'ont été un peu moins. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, ce manque de neige devient problématique. Et puis, vous avez évoqué aussi l'entraînement de l'équipe de France de biathlon, qui était donc en stage il y a quelques jours à Corançon, en Vercors. C'est le focus de cette semaine. Regardez. Oui. Je pense qu'en un mois, comme on va faire cette année, avec un vrai bon stage de 15 jours à Souchon, où là on va retrouver la neige, voilà, un mois pour bien se poser sur les skis, c'est suffisant, quoi. Après, de plus pratiquer dans l'été, pas forcément, je ne suis pas forcément convaincu. Je préfère un bon stage de ski à roulette, à la rigueur avec un bon pas de tir,
où on peut avoir des conditions stables ou avec du vent en fonction de la période. Je pense que c'est mieux que finalement même d'aller dans le tunnel à Oberhof. Au final, c'est plus compliqué quand tu repasses du ski au ski roue que l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on est retourné sur les planches du coup au tunnel à Oberhof, je pense qu'on a tous retrouvé nos marques rapidement en 20 minutes. On retrouvait nos placements et c'est même plus simple d'avoir de la stabilité sur des skis de fond. Retourner après sur des skis roues, oui, c'est compliqué. Je pense qu'après, si on passait plus de temps sur des skis de fond, on perdrait un peu cette magie de retoucher au ski et en tout cas l'enthousiasme qu'on y met quand on remonte sur les planches, elle y serait pas ou elle y serait moindre. Et je pense que c'est bien de canaliser cette énergie parce qu'après une saison, ça a beau être que 4-5 mois, c'est très très long et dur mentalement. Un reportage de Valentin Jacquemet de Ski Chrono. Laurent, on voit à quel point l'équipe de France est concernée par le phénomène du réchauffement climatique. Oui, alors un petit peu moins pour les Nordiques, mais c'est plus problématique pour les Alpins. Justement, Michel, est-ce que vous allez changer un petit peu, évoluer dans la préparation? On parle de décaler peut-être les stages en hémisphère sud un peu plus sur septembre-octobre pour pas justement souffrir du manque d'ouverture des glaciers européens. Oui, tout à fait. C'est effectivement depuis quelques années. Hein. C'est pas nouveau, mais on essaie d'adapter au climat et de faire en sorte que la préparation estivale devienne plus préparation automnale. Et puis d'avoir une vraie coupure naturelle. Vincent Vitoz en a parlé. Une vraie coupure naturelle sur les mois de juillet et août, où là c'est compliqué. Et bénéficier, essayer d'optimiser la préparation, en tout cas pour les Alpins, quand il y a encore de la neige au mois d'avril, mai. Prolonger la saison. Prolonger la saison et une vraie coupure durant l'été et décaler à l'automne les préparations. Tous les pays le font, plus ou moins, et on se rend compte que ça devient inévitable. Donc voilà, c'est comme ça et tout le monde s'y adapte, plus ou moins. Et pour le nordique, on s'aperçoit que beaucoup de stations maintenant en France utilisent la technique du snow firming, qui est le fait de garder de la neige de l'année d'avant sous de la sciure de bois pour pouvoir la réutiliser assez rapidement. On a vu Bessan le week-end dernier qui a ouvert. C'est aussi une solution? C'est une des solutions. Alors là, ça concerne beaucoup l'entraînement des clubs, des athlètes régionaux et nationaux, bien sûr. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça déjà au Centre national d'entraînement de Prémanon dans le Jura. On a commencé il y a 10 ans déjà à faire ce genre de processus et de procédé. Donc c'est effectivement stocker de la neige de l'hiver d'avant et de la garder, de la couvrir avec de la sciure pour qu'elle puisse servir à nouveau à l'automne d'après. Donc il y a quelques stations qui s'y sont mis et c'est très bien. Ça permet effectivement de pallier le manque de neige et d'éviter d'aller en déplacement en Scandinavie ou chercher de la neige sur glacier et d'avoir sur place ce qu'il faut pour skier. Et voilà, c'est plus pour les jeunes, je crois, c'est pour la formation des jeunes. Plus que pour les champions qui, eux, on l'a vu dans le reportage, ont vite des repères, ont vite repris les repères. Est-ce qu'il y a une inquiétude chez les jeunes skieurs par rapport justement à cette évolution du climat en se disant je pratique une discipline qui va peut-être disparaître? On a entendu Alexis Pinturo qui disait que ça se trouve dans 30 ans il n'y aura plus de ski de compétition. Alors il ne sera pas concerné, mais... Oui, je ne crois pas. La jeune génération, ils n'ont pas la comparaison déjà. Nous, on la compare. On sait qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était un peu différent. Eux, ils ont connu ça. Ils savent que voilà, on skie en avril et en mai, on skie pas en juillet et en août, alors que nous, on skie à l'inverse pendant ces mois-là. Non, par contre, à long terme, effectivement, tout le monde se rend compte que c'est compliqué, que les glaciers diminuent et que les contraintes se multiplient. Mais je ne crois pas que ça freine la motivation de jeunes. Je ne crois pas. En tout cas, pas pour l'instant. C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup des phénomènes climatiques. C'est soit pas assez de neige, soit trop, quelques tempêtes. On parlait un petit peu de Zolden. Est-ce que c'est menacé, justement, l'ouverture de la Coupe du Monde de la saison? On pratique un sport d'outdoor, d'extérieur. Et c'est vrai que les prévisions météo annoncent 1 mètre de neige samedi, du vent dimanche. Donc voilà, on va voir et on va attendre. Comme souvent, on est sur un glacier. Allez, Michel Vion. Oui, pardon. C'est dommage parce que nous sommes prêts, nos champions sont prêts, aussi bien que Tessa Worley, Pinturo, Fanara. J'ai entendu dire que c'était
avec un très très bon niveau et pas mal de tests comparatifs avec des pays amis, les Allemands, les Suédois. On fait des petits chronos pour voir un peu où on en est et il se trouve qu'apparemment ça se passe très très bien pour nous. Et ça serait dommage de rater cette course comme l'année passée déjà, d'avoir cette annulation qui permet de bien rentrer dans le bain et de bien marquer le terrain tout de suite. Voilà. Mais bon, s'il y a 1 mètre de neige, ça va être compliqué. Ouais. On verra ça et d'ailleurs on va revenir sur la préparation, sur cette belle forme de nos athlètes dans un petit instant. D'abord, on vient de voir ce reportage sur l'équipe de France de biathlon. Le nouveau Martin Fourcade, c'est un grand champion qui se soucie aujourd'hui de sa succession. En fait, il prend très à cœur son rôle de mentor, de meneur pour préparer la suite. Oui, Martin, c'est une personne d'exception. Alors, sportivement, bien sûr, il est multimédaillé, le plus médaillé des Français. Bon, très bien. Mais c'est une grande fierté aussi. Il a une grande fierté, mais il a surtout aussi, voilà, il est très, très structuré, il est très organisé. Et c'est un très grand champion. Mais là aussi, je crois, ce côté humain, ce côté réfléchi, et qui s'intéresse effectivement à la suite, à sa suite. Ça ne m'étonne pas. C'est tout à fait dans son personnage. Ceci dit, il n'est pas encore parti et on espère qu'il va quand même encore bien gagner. Alors pour lui, bien sûr, mais aussi pour nous et pour le bien de tous les Français qui le soutiennent. Il y a un effet, Martin Fourcade, dans la pratique pour le biathlon. Ça qui est déjà palpable, oui, ouais. Bien sûr, c'est évident. C'est une star, c'est une idole sûrement pour plein de jeunes. Donc il y a un engouement pour le biathlon qui est bien réel. Et comment vous gérez ça à la Fédé? Il faut qu'on fasse attention parce que d'abord on n'a pas les capacités, les clubs n'ont pas la capacité d'accueillir comme ça le biathlon. C'est un sport qu'il faut encadrer avec des armes. Enfin c'est pas simple. Il y a une logistique assez importante à mettre en place. Et surtout on essaie de pas trop spécialiser biathlon trop jeune. Donc il y a une base quand même de ski de fond, une base de nordique qu'il faut avoir. Et donc on essaie de préserver ça et de ne pas trop partir sur des stratégies trop spécialisées trop tôt. Et comment on explique qu'une nation comme l'Allemagne a des gros bataillons d'emblée, plus jeunes, et que la France, on n'arrive pas justement à pouvoir faire de même si on a des meilleurs résultats que les Allemands, il y a toujours un petit miracle. Tout à fait, on n'a pas des gros bataillons, on n'en a jamais eu, mais on a toujours eu des champions. Et donc c'est peut-être aussi une des raisons. Dans la mesure où au lieu de travailler avec une grosse pyramide, comme on le dit, eh bien, on est plus ciblé sur certains athlètes et avec des équipes un peu réduites. Et à la fin, peut-être qu'on s'en occupe mieux. Les grosses nations comme la Norvège ou l'Allemagne, les deux grosses nations sont sur ces schémas-là. Et puis d'autres nations, dont la France, on est sur des schémas plus réduits, mais en fin de compte, assez performants. Et on s'en rend compte, il n'y a pas une génération où il n'y a pas un champion français qui est là, chez les femmes et chez les hommes. Voilà, sans parler de Sandrine Bailly, de Poiré, de tous ceux qui ont aussi marqué le territoire pendant des années. Donc ce turnover, ce tournus, il est régulier et on voit qu'on a une filière de formation qui est quand même relativement performante. Et pas mal de pays, dont les Allemands, s'intéressent comment on fait, comment vous faites avec si peu de monde au départ pour chaque fois avoir un champion d'exception. Donc c'est un peu le modèle français. On a des belles structures aussi, notamment en Isère, avec Autran, avec le col de Porte aussi, qui se développe avec des beaux pas de tir. On en parlait à l'instant, la Coupe du Monde de ski alpin commence ce week-end, donc 28-29 octobre à Zolden en Autriche, pourvu que la météo soit aussi du côté de nos équipes. Alors quels sont globalement les objectifs pour les Bleus ? Je le disais juste avant, effectivement, Zolden, c'est la première course de ski alpin. Et alors, rien ne se joue là, rien n'est définitif. Mais de bien commencer, c'est toujours important. Et Zolden a toujours réussi aux Français. Il y a toujours eu des bons résultats, des podiums quasiment à chaque édition. Et aussi bien chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes. Et donc du coup, de bien commencer, c'est important. Donc l'ambition, elle est très claire. Si la course a lieu, encore une fois, avec une météo qui serait favorable, l'idée, c'est d'entrer, de marquer le terrain. Marquer le terrain et... Quand on s'appelle Tessa Worley, on s'appelle Pinturo, on ne joue pas pour être 10e, hein, donc on joue les podiums. Mais au-delà du podium, je disais, c'est presque un peu symbolique. C'est marquer le terrain par rapport à la concurrence. Et je crois qu'on a des champions qui sont maintenant prêts à commencer tout de suite sur un grand rythme. Ça validerait le travail de cet automne ? Comme souvent on le dit, la première course, ça valide le travail. Donc oui, ça rassure, ça permet d'envisager les courses du mois de décembre. La plupart, en plus, sont chez nous, en France. Donc, sur de bonnes bases. Oui, c'est psychologique. C'est pas comptable encore en termes de classement.
mais c'est psychologique et ça valide le travail qui a été fait. Avec plus spécifiquement une attention pour les filles, pour la relève vraiment du ski alpin féminin. On a Tessa Worley, bien sûr. Mais oui, ça a échappé à personne. Depuis quelques années, on est dans le dur, comme on dit dans le jargon sportif. On est un peu dans le dur avec le ski alpin féminin. L'idée, et c'est ce qu'on demande, c'est un peu de temps, un peu de patience. Alors on est en reconstruction. On a pas mal de jeunes filles qui ont beaucoup de talent, mais il faut apprendre le métier. Donc Tessa Worley, bien sûr, elle est dans les meilleures mondiales. Elle a son rôle à jouer. On a quelques filles qui sont pas loin du compte et qui pourraient créer des belles surprises. Je pense à Adeline Beau, par exemple, qui a un potentiel très fort. Et puis des jeunes qu'on lance dans le grand bain, qui vont devoir faire un peu leur classe. Donc c'est un peu de patience qu'il faudra pour retrouver une équipe de France féminine alpin, sans parler d'une grosse équipe d'une L'idée, c'est d'être plus dans un mode commando, c'est d'aller chercher, comme en biathlon, peut-être un peu moins, mais travailler mieux. Dans le même modèle, effectivement, et on a surtout l'obligation, je crois maintenant en tout cas, et les équipes techniques s'en occupent, de faire différemment et de gérer différemment les filles et les garçons. Il y a toujours une petite différence, mais je pense qu'il y a fondamentalement la nécessité de vraiment faire différemment. En termes de recrutement, en termes de gestion, par rapport à l'âge, par rapport à la scolarité, par rapport au physique et aux blessures. Il y a vraiment besoin, je crois, de prendre en compte la spécificité féminine. Et on l'a peut-être pas assez pris en compte. Alors nous, mais pas que nous, mais nous aussi. Et quand on est en difficulté, comme nous le sommes, eh bien c'est encore plus criant. Quand ça se passe comme ça, voilà, tout va bien. Et là, on se rend compte qu'il y a toute une manière de faire qui doit être très spécifique. Alors Laurent, tu parlais de commando à l'instant, c'est parfois exactement le cas. Hein. Et puis filles et garçons mélangés, Tessa, pour performer, elle s'entraîne avec l'armée, avec la 27e BIM, donc la brigade d'infanterie de montagne. Voilà comment ça se passe. En fait, c'est peut-être ça la solution finalement. Oui, là c'est lourd. Il y a du lourd, mais je crois que chaque année, ce que j'entends, c'est que les militaires, on a beaucoup de militaires, on a une vingtaine, 23 exactement. Oui, l'armée est un vrai partenaire. L'armée est un vrai partenaire pour le coup, comme la douane, mais l'armée aussi. Et donc, ces stages de commando, de préparation, sont a priori appréciés des athlètes. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'il faille faire que ça, mais je pense que ça crée un certain état d'esprit, ça crée un esprit solidaire qui, même dans un sport individuel comme le ski, peut être nécessaire. Et on avait vu puis un esprit de cohésion aussi. Il y avait notamment Simon Fourcade qui était là, entre autres. Hein, vraiment, on avait pas mal de membres de l'équipe de France de ski. Alors, parmi les Françaises à suivre à Zolden, eh bien, une qu'on connaît bien, c'est Taïna Barrios. Ski Chrono et Alice Dumas l'ont rencontrée, justement, il y a quelques jours chez elle, à Courchevel. Toujours de l'excitation, toujours un petit peu d'appréhension forcément, plus parce que c'est la première Coupe du Monde de l'hiver, donc forcément il y a toujours ce petit stress un peu plus fort, moi je trouve en tout cas, que les autres Coupes du Monde de l'hiver. Mais quand même cette grosse envie d'y aller, parce que ça fait des mois et des mois qu'on s'entraîne, qu'on sue sous les barres et sur les glaciers, et on a envie d'aller se mesurer aux autres et de pousser, de mettre le dossard et de pousser le portillon. J'ai des nouveaux skis, je suis chez Salomon maintenant. Ça me tenait vraiment à cœur de terminer ma carrière chez une marque française. Et j'avais besoin, je crois, de nouveautés pour découvrir de nouvelles sensations. J'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour du sujet ces derniers temps et je sentais que je stagnais et que j'arrivais pas à trouver quelque chose de nouveau. Donc je l'ai trouvé dans mon matériel. J'ai forcément des objectifs. Il y a les mondiaux, c'est forcément quelque chose auquel je pense. Mais je pense, par moments, j'ai oublié un petit peu que ça reste un sport et que le sport, ça reste un jeu. Et c'est ça que j'ai envie de retrouver cet hiver, c'est d'être au départ avec cette excitation et cette envie d'y aller, cette envie de me dépasser et de repousser mes limites. Voilà, si j'arrive à trouver ça, alors je pense que ça sera gagné.
Taina Barrios, bientôt 30 ans hein, quand même, et qui est à suivre sur cette Coupe du Monde à Zolden. On a vu son papa Didier Barrios, donc à qui on fait un coucou amical d'ailleurs. Oui, il vient d'être élu président du club des sports de Courchevel, donc félicitations. Oh, Justement, Courchevel, Michel, vous allez accueillir la Coupe du Monde à Courchevel. Il y a plusieurs étapes, vous pouvez nous en dire plus? Quelle est l'importance pour une fédé d'avoir des étapes à la maison? Oui, l'événementiel est important pour une fédération, donc d'avoir effectivement les compétitions à domicile, les athlètes sont chez eux et surtout on crée l'atmosphère, l'ambiance, les partenaires, l'ensemble du monde du ski qui est réuni, donc que ce soit à Val d'Isère, à Courchevel, à Val Thorens, en ski cross, surtout au mois de décembre, créer cette atmosphère. C'est aussi une manière de lancer bien l'hiver en termes de résultats, en termes médiatiques et aussi en termes économiques, parce qu'effectivement l'ensemble de l'économie est réuni. Justement, vous avez lancé FFS Club Premium. Quel est son objectif et comment ça marche? Voilà, on avait effectivement un club des supporters. On pouvait faire des dons sur la base du mécénat. Mais on a imaginé que l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent puissent être aussi regroupés au sein d'un club et avoir des échanges entre eux. Et voilà, c'est un club qui est censé soutenir bien sûr les équipes de France en termes financiers, en termes de moyens, mais aussi avoir, au-delà de ça, des échanges entre ses partenaires et des échanges d'expériences. Et on a imaginé pas mal de choses pour animer ce club premium. Et voilà. Mais le but premier, bien sûr, c'est quand même d'avoir des moyens à disposition des équipes de France. Et comment est-ce qu'on peut le rejoindre, ce club, si ça intéresse certains de nos téléspectateurs? Donc, effectivement, il y a comment dire, une adresse email que je n'ai pas là, malheureusement. D'accord, donc tapez sur Google et vous trouverez. Sur la Fédération française Oui, de ski. sur le site de la Fédération française de ski, il y a forcément tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est un club qui est censé regrouper toutes les sociétés qui nous accompagnent, certaines depuis des années. Un dernier mot sur il nous reste très peu de temps. L'horizon 2023, on se projette. La France a une bonne nouvelle cet été lors du congrès de Kalamata en Grèce. L'organisation des championnats du monde en 2023 par Courchevel-Méribel. Voilà, une vraie victoire. On voit des images, une vraie victoire, effectivement, quand ça a été annoncé. Courchevel-Méribel avec 2 grandes stations olympiques de renommée mondiale. Et puis une candidature qui a été bien menée, je crois, par l'ensemble des acteurs, les 2 stations, bien sûr, la fédération. Et puis moi à la baguette, parce qu'il fallait un chef d'orchestre. Et à la fin, on a battu l'Autriche. Une victoire, battu l'Autriche, c'est pas souvent. Mais surtout, voilà, ça sera la fête du ski mondial en 2023. Ça paraît loin comme ça, mais en fin de compte, c'est pas si loin que ça. Et catalyseur en termes sportifs, en termes économiques et en termes médiatiques. Donc ça sera voilà, notre objectif à atteindre de la meilleure des manières. Ça arrivera tout de suite après les Jeux, justement. Donc, effectivement, ça va venir très vite. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Michel Vion, je rappelle, président de la Fédération française de ski, d'avoir été avec nous pour ouvrir le bal de cette nouvelle émission Esprit Montagne en partenariat avec Ski Chrono et le Dauphiné Libéré. Merci beaucoup, Laurent Davier. Merci. Bonne chance à toutes vos équipes à Zolden et toute cette saison. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, jeudi prochain. Au revoir.